Il écrit chaque jour, il écrit tout petit, les jours, les ciels, les choses, les odeurs et le fouillis où les jours s'épanouissent. Il roule les mots sous ses doigts, ses pages lui ressemblent et c'est ça, le bonheur. L'auteur de ces lignes est écrivain, souvent qualifié d'écrivain du bonheur. C'est vrai, mais c'est réducteur. Un écrivain, c'est un héritage humain, affectif, une enfance qui surgit, une musique qui se dégage, une voix, un regard et un style. Il faut que ça sonne juste, ne pas remplacer la sincérité par le savoir-faire. Aller aux racines de l'enfance et de la mémoire pour donner à déguster de petits chefs-d'œuvre, tels la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, la sieste assassinée ou encore Enregistrement pirate, pour ne citer que les 3 derniers livres de son œuvre. Philippe Delerme, bonjour. Bonjour. Quand vous êtes arrivé en écriture, qu'on a commencé à vous publier, c'était les années 80, les années frimes, et vous arrivez avec votre écriture atypique, votre écriture de petit rien. Il y avait quand même peu de chance pour que ça marche à l'époque quand même. Ah oui, c'était peut-être un peu à contre-courant, surtout que le premier roman que j'ai publié, ça s'appelait La cinquième Mhm. saison. C'était plutôt ça tenait plutôt du poème en prose en fait que du vrai roman. Mais j'ai eu la chance de tomber d'emblée sur un éditeur, en l'occurrence les éditions du Rocher, qui m'ont tenu un discours un peu atypique aussi, c'est-à-dire on est persuadé que vous êtes écrivain, on est persuadé que ça mettra peut-être 10 ou 15 livres pour que ça marche pour vous, entre guillemets, mais on fera cette route ensemble, ce qui est un discours assez rare. Et c'est vrai que bon, ce premier livre était en même temps quand même dans la couleur de l'époque, en fait. Et il y avait bon, une tonalité automnale qui s'accordait à ma personnalité un peu d'ex-baba cool, un peu romantique. Voilà, donc bon. Mais c'est important d'être publié, justement. Ah oui, bah, surtout que moi, bon, bien sûr beaucoup rêvé là-dessus, puisque pendant longtemps, j'étais malheureux que ça ne se fasse pas. Et donc, on a tout le temps de rêver sur le fait de voir transformer en petit parallélépipède rectangle Mm. ben, ce qu'on porte en soi. Bon, on a bien sûr, dans ces cas-là, de temps en temps, l'envie de publier un compte d'auteur, de faire soi-même son livre. Mais en fait, la vraie reconnaissance, c'est qu'un jour, un éditeur vous dise, voilà, on a l'impression que vous êtes un écrivain. Et ça, c'est vrai que c'est la première fois, surtout quand on l'a attendu, 8 9 ans, c'est quelque chose d'important. Oui. Alors pour ceux qui connaissent vos livres et qui ont peut-être été au-delà de la première gorgée de bière qui a été un succès absolument phénoménal, on voit qu'il y a finalement 2 pôles chez vous. Il y a le guetteur de passé, pour reprendre de vos expressions et de mémoire, et puis d'autre part le buveur de temps, celui qui va Mm. s'accrocher aux petits moments de la vie. C'est vraiment les 2 directions finalement qu'on retrouve. Ouais, et en fait, elles vont complètement ensemble, en fait, je pense que c'est-à-dire quand, et bien sûr que je pense que dans ma façon d'essayer de saisir le présent, comme vous y faites allusion dans le livre de textes courts, c'est un faux présent, en fait. Je pense que c'est un présent qui va chercher toujours sa jubilation dans la mémoire aussi. Et moi, je suis bien sûr un peu écartelé entre une certaine disposition à goûter les choses, bon, que j'ai peut-être un petit peu dans la vie, mais que je n'ai pas complètement dans la vie. Si je l'avais complètement dans la vie, je ne serais pas écrivain, c'est clair. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai une terreur du temps qui passe. Et donc, c'est pourquoi j'écris à la fois des textes courts et des romans, des livres sur le temps qui passe et des livres sur des moments où on essaye d'arrêter le temps, sans y parvenir. Et ce qui est drôle, c'est que par exemple, mes romans sont presque toujours consacrés à des peintres, c'est-à-dire à des gens qui essayent d'arrêter le temps et qui sont quand même pris dans l'écoulement d'une vie aussi. Oui. Et ce qui est drôle aussi, c'est que c'est vrai que vous êtes fait une spécialité des textes, des petits textes saisis sur l'instant, des textes courts. Et la première gorgée de bière, le livre par lequel vraiment le succès est enfin arrivé, c'est le seul livre que vous n'ayez pas finalement maîtrisé de A jusqu'à Z, Ouais. puisque c'est quelqu'un d'autre qui a pensé pour vous au fait de rassembler ces textes, Ouais. Jacques Reda, je crois, qui les a Jacques Reda, oui. présentés à l'Arpenteur. Et Mm. quand même, c'est ce livre-là qui vous a libéré de quelque chose. Oui, tout à fait. Alors ça, c'était assez étrange parce que moi qui ai tellement envoyé avec mélancolie des manuscrits par la poste, j'en parle toujours quand j'ai l'occasion d'être interviewé parce que beaucoup de gens font ça, beaucoup de gens sont malheureux de ça aussi. Et je crois qu'il faut être un peu opiniâtre quand on a envie de ça. Et j'ai rencontré depuis bien des écrivains qui ont vu publier leur 10e, 15e livre parfois. J'en connais un dont c'est le 18e livre qui a été publié. Donc voilà, et il faut continuer. Et puis là, en l'occurrence, vous avez raison, la première gorgée de bière, c'était des petits textes courts que j'avais écrits pour la revue, la NRF, qui est éminemment prestigieuse, mais qui doit se vendre à 800 ou 1000 exemplaires. Et puis, il se trouve que Jacques Reda, qui prenait sa retraite, qui est un écrivain que j'aime beaucoup,
et un poète et un écrivain en même temps, et donc a suggéré à Gérard Bourgadier, qui dirigeait cette collection de l'Arpenteur, d'en faire un recueil. Bon, et pour vous donner une idée, ce qui est assez comique sur la vente qu'on escomptait de ce recueil, je n'ai pas touché d'avaloir du tout quand on est écrivain, donc on vous donne une petite somme d'argent, si minime soit-elle, pour un livre, même si on sait qu'on va en vendre 500. Et là, il y avait même 0 centime d'avaloir. Et donc, voilà, un livre qui était censé toucher très peu de gens. Et qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Ouais. Ouais, Une dans le espèce monde. de, ouais, c'est vrai que c'est un peu plus que de la chance. Enfin, moi, je parle d'une espèce de grâce à propos de ce livre, parce que je crois que c'était tout d'un coup, il y a eu des choses un peu mystérieuses qui se sont passées autour de lui, qui ont fait exister tous mes livres précédents aussi, ce qui est extraordinaire quand même, parce que des livres qui paraissaient définitivement enterrés et qui renaissent comme ça, c'est assez magique. Et puis, bien sûr aussi, qui vont exister tous les suivants. À votre propos, Jean-Marie de Clésio a parlé pour définir votre style, si tant est qu'on puisse définir un style, d'impression-pulsation. Et je trouve ça très juste, ces 2 mots. Et en fait, c'est d'autant plus étonnant qu'il le disait à propos de mon premier roman, Oui, puisque c'est très vrai. la 5e La 5e saison, saison. et il l'avait senti comme ça, et alors Déjà. que c'est très vrai, encore plus vrai peut-être pour ce que j'ai fait par la suite. Et c'est vrai qu'il a été un petit peu disons, mon parrain en littérature, puisque donc il avait essayé déjà de faire publier ce bouquin chez Gallimard. Et puis après, il a accepté qu'on mette une phrase qu'il m'avait écrite sur la couverture. Et des journalistes en ont parlé à cause de ça, parce qu'il n'était pas coutumier du fait, et c'était une caution qui a compté pour moi. Et en plus, c'est vrai que c'est quelqu'un dont j'admire beaucoup l'œuvre. Dont on aura l'occasion de reparler tout au long de cette émission. Je vous remercie beaucoup, Philippe Delerme. J'écris. Ce n'est pas un métier, mais une tâche, pourquoi pas. Cela commence loin, tout au fond de l'enfance. Je suis née quelque part, bien avant ma naissance. Je suis née d'un malheur, étouffé par la terre, à la fin de la guerre, sous les bombardements. C'était à Chaponval, au bord de l'Oise. Voilà où je suis née, bien avant ma naissance. En quelques lignes de prose poétique tirées du bonheur, tableaux et bavardages, il nous livre son pourquoi de l'écriture, du bonheur, et par là même le secret de son enfance. C'est vrai que Philippe Delerme, vous êtes né dans des circonstances un peu particulières. Vous êtes le 4e enfant d'un couple d'instituteurs, d'un beau couple. Et cette place de 4e, elle signifie quelque chose. Oui, en fait, je m'en suis rendu compte un peu rétrospectivement, puisque c'est vrai qu'il y avait eu juste avant moi donc une petite sœur qui était morte des suites d'un bombardement, la guerre Michel. de 40. Oui, Michel, que j'ai donc jamais connu. Et en fait, bon, c'est vrai que c'était un petit peu du non-dit, quoi, donc, puisque c'était une petite photo sur la table de chevet de ma mère, et un non-dit qu'on connaissait en même temps. Et puis je me suis rendu compte rétrospectivement que cette espèce de chaleur particulière que je sentais autour de moi quand j'étais enfant, elle était liée aussi certainement à cette idée aussi de redonner goût à la vie, en tout cas pour ma mère, et puis aussi, je pense, pour tous ceux qui m'entouraient, mon père, mon frère, ma sœur, qui sont assez nettement plus âgés que moi. Et c'est vrai que, bon, après, par réflexion, je me suis dit que c'était effectivement peut-être une forme de devoir, en fait, de cristalliser un petit peu comme ça des choses que j'avais reçues à travers ce que je savais faire, quoi. La seule chose que je savais faire, c'est-à-dire écrire. C'est important d'avoir cette donnée sur votre vie, donc cette petite sœur disparue beaucoup trop tôt et vous qui venez remettre de la joie de vivre dans cette famille meurtrie, parce qu'elle explique, vous avez parlé de devoir, ce devoir de bonheur finalement, vous cristallisez le bonheur et puis aujourd'hui vous le rendez non pas qu'à vos parents, à vos frères et sœurs, mais aussi à tout le monde finalement. Oui, en fait, c'est drôle parce que je m'en suis rendu compte en fait en écrivant. Ce n'était pas une idée que j'avais ex abrupto comme ça. Il y a eu une très longue période où je ne pensais pas devenir écrivain. Simplement, je sentais quand même que j'avais un regard, quoi. Un regard sur les choses. Je ne sais pas si on peut appeler ça un regard d'écrivain, ça peut être un regard d'artiste, enfin, mon regard à moi. Et après, évidemment, ça a continué, puisque je suis de nature un petit peu contemplative, voire même paresseuse. À l'adolescence, c'est devenu même carrément très paresseuse, assez longtemps. Et tout ça, c'est important, oui, parce que quand on a à la fois l'impression de voir les choses à sa manière, qu'on n'est pas, je dis souvent que je ne suis pas un intellectuel, ce qui est un peu faux, parce que quelqu'un qui lit beaucoup est quand même un intellectuel. Mais je ne suis pas en tout cas un intellectuel rationnel, je n'ai aucune logique, je suis nul pour tout ce qui est mathématiques, scientifique, mais vraiment, je n'ai pas besoin de faire le coquet pour dire ça. Vraiment,
je suis pas doué pour ça. En échange, donc, oui, j'avais l'impression et c'est bien aussi dans la vie, je trouve, de ne pas être doué pour 50 000 choses. Parce que les choix sont plus faciles comme ça. J'espérais être doué pour la course à pied, je ne l'étais pas autant que je l'aurais cru. Ah, Et donc, malheureusement, vous ne serez pas champion du 400 mètres. non, j'aurais jamais été champion des 400 mètres. Mais par contre, c'est vrai que je me suis rendu compte que l'écriture, malgré tout, c'était oui, une façon aussi de rendre des choses que j'avais reçues. Bon, c'est devenu aussi autre chose au fil des ans, mais notamment pendant très longtemps, c'est vrai que ça a été ça, quoi. Euh, vous employez souvent dans vos livres une expression très jolie et vous parlez du haut pays d'enfance. Ouais. Ça dit tout le bonheur que vous avez connu enfant, justement. Oui, et alors, bon, alors, mais ça, je crois que c'est pas lié seulement à mon enfance, à moi. Ça, c'est vrai que je considère que bon, j'ai eu une enfance très heureuse, mais je considère que de toute façon, l'enfance est le haut pays pour tout le monde, quoi. Alors, je pense qu'il y a des gens qui s'en remettent pas parce qu'elle a été soit trop heureuse, soit trop malheureuse, qui ne veulent plus en parler parce que dans un cas comme dans l'autre, c'est trop de douleur. Mais de toute façon, l'enfance, c'est le lieu de l'intensité des sensations, quoi. Donc, c'est les premières fois qu'on sent les choses. Alors après, on peut oublier cette intensité ou on peut s'en souvenir. Mais il se trouve que quand l'enfance a été heureuse, bah, si la vie d'après n'est pas heureuse, ça devient douloureux, hein, pour le coup, hein. Il se trouve que c'est vrai que j'ai eu une enfance heureuse et qui n'a pas été qu'heureuse, mais qui a été quand même très, très, très en tout cas affectivement entourée. Mais j'ai eu envie de m'en souvenir aussi parce qu'après, j'ai eu aussi la chance d'avoir une suite de vie qui a été heureuse et qui faisait que la transition n'était pas trop un contraste, sinon ça devient insoutenable. Je connais beaucoup de gens qui ne veulent pas se souvenir de leur enfance parce que ça serait trop Qui fort. font le deuil, en fait. Oui, qui font le deuil, qui disent. Il y a plein de gens qui disent ah mais moi je me souviens pas, je me rappelle pas en Ouais, fait, c'est des vrai. choses comme ça. Parce que en fait, quand on a envie, on s'en souvient, mais ça peut faire très mal. Donc voilà. Mais votre souvenir à vous, en tout cas, n'est pas douloureux, tout au plus nostalgique. Ouais, il est pas trop douloureux, non. Il n'est pas trop douloureux parce que, aussi parce que j'ai eu la chance, après d'avoir un enfant, de revivre une autre enfance à travers lui. Et que voilà, quand la vie est comme ça, c'est une chance extraordinaire et qu'on quitte jamais l'enfance. Mais de toute façon, moi, j'ai toujours été persuadé, je ne suis pas le seul à dire ça. Je pense que c'est Baudelaire qui a dit le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté, mais je crois que c'est vrai que c'est vouloir, quand on veut Le vert retrouver paradis. avant tout un univers, ouais, mais quand on veut surtout évoquer, comme je le fais de façon assez sensuelle en même temps, parce qu'il y a une sensualité, je pense, dans ce que j'écris. Ah oui, je confirme. Donc, eh bien, ce qui passe par les sens, il est normal que ce soit dans les premières fois où on sent les choses qu'on a épuisées, parce que c'est là que c'est le plus fort, forcément. Et donc, c'est vrai que c'est un peu le trésor inépuisable. Et puis après, il y a aussi des enfances rencontrées. Moi, on aura l'occasion d'en parler. Mon métier me permet aussi de rencontrer des enfances. Mais de toute façon, l'enfance, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fort, de plus beau. Ça n'est pas le début de quelque chose, ça n'est pas la préparation à l'âge adulte. Pour moi, c'est l'enfance qui est l'absolu. Enfin, c'est l'enfance qui est ce qu'il y a de plus fort. Et tout le reste, ce sont des choses plus ou moins décevantes, mais qui sont moins fortes, qui sont parfois presque aussi fortes, mais jamais tout à fait autant, quoi. Parler de spiritualité, c'est parler du sens profond de notre vie, de notre quête personnelle, c'est devenir tout intérieur. Ce devoir de bonheur qu'il s'est fixé depuis sa naissance pourrait bien être sa voie de spiritualité et peut-être même une route vers la sainteté. Et Marie Rouanet ne s'y trompe pas lorsqu'elle dit de lui qu'il a une écriture très franciscaine. Alors Philippe Delerme, il y a beaucoup de choses dont je voudrais parler avec vous. D'abord, est-ce que ce devoir de bonheur, c'est un peu pour vous votre quête spirituelle? Disons que le devoir d'écriture, oui, c'est vrai que c'est mon éthique, hein. Je sens très très fort que on ne peut pas avoir 56 éthiques en même temps. Moi c'est effectivement, si j'ai un devoir, c'est d'écrire. Bon, alors par ailleurs, la spiritualité, on peut peut-être la sentir, oui, dans la façon, justement, j'ai envie de parler de sensualité aussi, parce que, a priori, moi, j'ai quand même, dans ce que j'écris, justement, une attirance pour tout ce qui est sensuel, et dans la vie aussi. Et en même temps, il y a une espèce de lutte ou d'équilibre avec, je pense, la spiritualité. C'est pas un hasard si je suis né dans une époque aussi où la morale religieuse et la morale laïque
étaient en concurrence. Et moi, bon, quand j'étais petit, j'allais au catéchisme, et mes parents étaient instituteurs de la grande école à l'époque, donc laïque. Et en fait, c'est pas tout à fait un hasard s'il y a des forces comme ça qui se heurtent un petit peu. En tout cas, très très souvent, c'est vrai qu'on n'a pas vu forcément la spiritualité dans ce que j'écrivais, parce que je ne parle pas de Dieu dans ce que j'écris. Non. Euh, Pas directement, du moins. il se trouve que dans la première émission que j'ai faite chez Bernard Pivot, justement, il était fait allusion à cela. Et Marie Rouanet, qui était invitée, et qui est un écrivain que j'aime beaucoup, et a dit, ah, mais quand même, quand il parle des petits pois, on a l'impression qu'il dit mon frère le petit pois. Et c'était touché très très juste parce que en fait, euh, si j'ai pris pas mal de distance avec la religion catholique au niveau de la pratique religieuse, par contre, c'est vrai que notamment tout ce qui est franciscain, l'image de François d'Assise, c'est quelque chose qui m'a toujours habité profondément. Bah, l'idée de la joie aussi, parce que forcément, bon, quand on parle de bonheur, bon, bien sûr qu'on choisit ce mot aussi, mais il y a à côté, il y a des mots qui sont un petit peu synonymes et qui ne vous laissent pas indifférent. Et puis, c'est vrai qu'il peut y avoir dans des œuvres, après tout, bon, ça paraît prétentieux, mais on a dit que Dieu devait beaucoup à Jean-Sébastien Bach. Mais, mais c'est vrai que, bon, moi j'ai envie de croire à Dieu quand j'écoute du Bach. Je pense qu'il bon, y a comme ça dans le fait de vouloir aussi être positif, parce que c'est vrai que moi je parle de petites choses, mais de façon positive. Je choisis dans les petites choses des choses qui donnent envie de trouver un mystère et un sens aussi à être au monde. Donc je pense que c'est vrai qu'il y a une spiritualité derrière tout ça. Des petites choses proches de la nature, souvent, et c'est peut-être ce qui vous touche aussi chez Saint François d'Assise, c'est cette proximité avec la nature, une proximité immédiate et sans embâge. Oui, oui, oui. C'est vrai que, en plus, souvent on me dit, par exemple, il se trouve que j'habite en province, et, Dans l'heure. ouais, et on me dit, mais vous aimez bien la province, et souvent je réponds, non, j'aime pas la province, j'aime la campagne, parce que non, j'aime pas du tout la province, j'ai horreur du poids de la bourgeoisie provinciale qui pèse des tonnes. À Paris, on est beaucoup plus libre, beaucoup plus anonyme, et j'aime beaucoup ça dans Paris, par exemple. Mais ce que j'aime beaucoup, oui, c'est être près des choses, oui, dans la vraie vie. C'est vrai que bon, j'aime beaucoup parler d'une fleur comme d'un personnage de Proust ou parler de la découverte d'un champignon. Bon, ça c'est aussi une tradition littéraire que je partage avec des gens comme André Dhôtel, par exemple, que j'admire beaucoup. J'ai la chance d'habiter dans un univers comme ça où on peut trouver un sens à la nature qui vous entoure. J'habite près d'une grande forêt. Au bout d'une allée de forêt, il y a un ailleurs qui vous appelle, il y a un cercle qui se rapproche. Bon, c'est un imaginaire un peu médiéval parfois, mais il y a une quête. Et alors c'est drôle parce que de temps en temps, on regarde au bout de l'allée, il y a le cercle de lumière, on s'en approche, il s'éloigne, on va vers quelque chose. Ou bien alors, c'est le début de l'automne, et puis on reste à ras du sol, parce qu'on a des chances de trouver des trompettes de la mort ou des cèpes. Alors là, on regarde plus du tout la quête de lumière, on regarde tout à côté de soi, mais c'est la même chose en fait. On peut trouver des choses mystérieuses aussi au ras de ses chaussures. Justement, vous parliez de chez vous, dans l'Eure, à Beaumont, il y a une abbaye qui est en ruine, hein, mais il y a malgré tout une belle ambiance de spiritualité qui se dégage de ce lieu-là. J'imagine que vous y êtes sensible. Ah oui, oui, mais en fait, mais plus qu'au lieu où il serait convenu de trouver de la spiritualité, moi ce que j'aime, c'est essayer peut-être d'en trouver dans les endroits qui n'en auraient pas a priori, quoi. Par exemple. Bah, dans tout, quoi. Dans toutes les choses de la vie, en fait, un petit peu. C'est vrai que la tentative de réenchanter le réel, c'est un petit peu quand même ça, ma quête. Et donc, de temps en temps, par exemple, il y a un exemple qui est typique, c'est que après le succès de la première gorgée de bière, il y a des journaux qui m'ont dit, mais vous pourriez parler de toutes petites choses, même de toutes petites choses. Alors on a voulu faire des parodies, on a voulu me demander d'écrire des textes sur des choses. Puisque vous parlez de petites choses, après tout, vous pourriez aussi parler des crottes de nez ou de n'importe quoi. Bah, non, moi, oui, oui, mais c'est pas un désir de faire joli, mais j'ai envie de parler de choses derrière lesquelles il y a un mystère. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de la spiritualité, je pense que oui, oui. Alors, il y a un thème, Philippe, que vous évoquez souvent dans vos romans, c'est la mort.
qui revient. Ouais. Je pense notamment à la 5e saison, mais il y en a d'autres. C'est quelque chose qui vous travaille, la mort? Bah, oui, en fait, c'est pas étonnant que ce soit au cœur de mon premier roman, c'est au cœur de beaucoup de textes, c'est-à-dire la volonté d'apprivoiser un petit peu la mort dans la vie et quelque chose un peu qui m'obsède, oui, c'est vrai. Je suis en fait quelqu'un d'assez angoissé, et puis souvent d'ailleurs, j'ai tué mes personnages, je les ai Oui, fait disparaître. C'est c'est parce que vrai. le fait de vouloir apprivoiser à l'avance la mort, de s'en débarrasser, c'est une façon aussi de conjurer l'angoisse. Mais c'est vrai en fait, elle est aussi présente que le bonheur, par exemple, de même que la mélancolie est aussi présente que le bonheur, mais la mort en particulier. Et votre idéal de mort, ce serait quoi pour vous, concernant la vôtre? Vous voudriez mourir comment? Ouais, alors ça, c'est difficile parce que, bah, égoïstement, une mort bon, brutale, on ne s'en rend pas compte. Maintenant, difficile de ne pas penser à l'effet que ça peut faire sur ceux que vous aimez. Donc là, ça devient déjà plus problématique d'imaginer ce qui serait mieux. Et vous pensez qu'il y aura quelque chose après la mort? Ouais, je suis sûr qu'il y a des choses, j'en ai des preuves, il y a des choses qui continuent à voyager. Ça, c'est vraiment la façon que j'ai de croire ce qui se passe après. Je ne crois pas à la résurrection des corps, mais je crois qu'il y a des petits bouts d'âme qui continuent à se promener. Quand je vois par exemple tout ce qui se passe autour de mon amitié avec Karl Larsson, qui est un peintre suédois qui vivait il y a 100 ans, et encore cette semaine, une lettre que je reçois de sa petite fille. Et puis la façon dont ce qu'on a comme ça de meilleur continue à voyager comme ça et à rencontrer d'autres gens qui sont faits pour cette rencontre. Oui, je sais qu'il y a des choses qui se passent après. Ouais. Merci beaucoup, Philippe Delerme. Ce qui me blesse quelquefois, c'est la mémoire. Les mots n'en sont que la musique et le chemin. Dans le miroir de la mémoire, on est fragile, traversé, mais on se sent plus clair aussi. Et cette intensité des jours gardés nous fait de la lumière. La vie nous épaissit, mais on écrit, on lutte contre l'épaisseur suprême de l'oubli. Une fois de plus, tiré de Le bonheur, tableaux et bavardages, qui est un de mes livres préférés vous concernant, Bah, qui Philippe est aussi Delerme. mon livre préféré de ceux que j'ai fait. Oui. Il est beaucoup question de mémoire dans ce livre, et c'est vrai que c'est votre matériau finalement, Bah, la ouais, je crois que c'est mémoire. un peu le matériau de tous les écrivains, mais c'est vrai qu'ils ont cette différence avec les hommes politiques. Mais, donc, mais c'est vrai que de toute façon, même, je pense, c'est ça qui peut paraître un peu paradoxal, pour moi qui ai connu vraiment la notoriété avec des textes qui sont des petits arrêts euh, dans l'instant, en fait, ce sont des faux arrêts sur instant qui sont tous en fait liés à une façon de lier justement la sensualité du moment qui passe à de la mémoire. Si je pense par exemple à un texte dans la première gorgée de bière, si je parle du Tour de France, j'ai dit que dans le Tour de France, il y a tous les Tours de France. Dans l'odeur des pommes éprouvée comme ça dans une cave, il y a toutes les odeurs de pommes passées bon, dans une Petit première côté gorgée de bière. Madeleine, quoi. Oui, bah, ça fonctionne comme ça. Hein. Je crois que c'est vrai que alors, ça fonctionne comme ça et ça fonctionne aussi autrement. C'est-à-dire que la mémoire involontaire, la petite Madeleine de Proust, les choses qui arrivent sans qu'on les commande, évidemment, suscitent aussitôt rappel des choses qu'on va chercher. On pourrait citer aussi le bruit de la dynamo qui est un sujet vraiment minimaliste pour le coup, mais qui rappelle forcément aussi tous les moments où vous avez du vélo autrefois. Et puis il y a aussi, je pense, dans mon cas, la mémoire volontaire, c'est-à-dire le fait de vouloir retrouver des choses, dire des choses de son enfance. J'ai écrit à la fois sur mon enfance, mais j'ai écrit aussi, par exemple, des choses pour les enfants, en essayant de puiser comme ça des choses liées au passé. Et alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que on peut pas dire, on peut pas décréter, il n'y a que la mémoire involontaire qui fonctionne, parce que si on écrivait que quand intervient la petite Madeleine de Proust, on écrirait très très peu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on essaye de retrouver une époque, en fait, ben, on la retrouve de façon fabuleuse et étonnante, quoi. C'est une espèce de travail. On peut rester comme ça court pendant plusieurs heures. D'ailleurs, moi, je trouve ça important dans ces cas-là de rester quand même à sa table de travail ou devant des pages blanches. Même quand ça vient pas. Et même quand ça vient pas, ça fait, ça met comme ça en branle des choses qui reviennent après et qui reviennent
de façon tout à fait inattendue. C'est vrai que c'est lourd un petit peu en même temps, quoi, parce que c'est vrai que c'est parfois bon, un tout petit peu douloureux aussi, bien sûr. Mais c'est ce matériau-là, quoi. C'est ce matériau-là qui compte et avec lequel on travaille. J'ai l'impression que pour vous, l'automne est vraiment la saison de la mémoire. En plus, vous êtes né en automne et que la forêt est le lieu de la mémoire. Ah oui, c'est vrai que bon, on va paraphraser Apollinaire, l'automne est ma saison mentale. Mais c'est vrai que l'automne, c'est une saison de mémoire parce que ben, je le vis ces jours-ci, notamment à travers le fait que les choses passent vite et puis tout d'un coup qu'elles ont une espèce de plénitude. Et alors ça, je crois qu'effectivement, ça c'est bien à moi, c'est-à-dire elles ont une plénitude très sensuelle. C'est une saison de fruits, hein, l'automne. C'est vraiment la saison des coings, des poires, des noix, des champignons, de choses qui sont très très agréables à accueillir parce qu'elles sont aussi les dernières, parce qu'il passe encore des ciels bleus et du soleil, mais qu'en même temps le soir tombe beaucoup plus tôt, la nuit dure beaucoup plus tard aussi, et que donc tout ce qui reste à accueillir est en même temps complètement là, dans une vraie densité sensuelle et en même temps finissant. Et donc c'est le moment à la fois d'une espèce de paix pour cueillir Elle est les choses. mélancolique. Et en même temps chargé voilà, d'une mélancolie déjà, parce que on sent que cette plénitude, on l'éprouve dans un mouvement qui est en train de commencer à finir. Ouais. Jean-Marie Leclésio dit que l'écriture est la seule forme parfaite du temps. Vous la comprenez comment, vous, cette phrase? Je la comprends mal. Attention, professeur de français. Non, c'est vrai, je crois que le temps, c'est une chose qui n'existe pas. On se rend bien compte à travers toutes les activités qu'on peut avoir que le temps, c'est une chose qui disparaît quand on voit, c'est banal de dire ça, mais quand on voit la façon dont les gens qui sont à la retraite, par exemple, disent tous qu'ils n'ont absolument pas de temps, en fait. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est une chose qui n'existe pas. Moi, par exemple, je sais qu'il me faut des tas de contraintes pour avoir le sentiment d'avoir du temps. Et il se trouve que oui, derrière ces contraintes, ben, il y a l'écriture. Donc j'essaye par exemple, j'aime beaucoup mon métier de professeur, notamment parce qu'il me permet d'avoir des oasis aussi de temps qui tout d'un coup sont ouvertes par la contrainte, et que c'est seulement quand ce temps est transformé en écriture aussi que j'ai l'impression qu'il a vraiment une densité, qu'il existe pour moi. Donc oui, je souscris complètement à cette phrase. Oui. Mais pour écrire, je crois même que c'est vous qui l'avez dit, il faut savoir perdre son temps aussi. Oui, tout à fait, oui. Ça, je crois que enfin, savoir le perdre, ça dépend du genre de choses que l'on écrit. Si on écrit des romans très fabriqués avec beaucoup de personnages, c'est peut-être pas nécessaire. Mais si on écrit à partir de sensations, un mélange d'affectif et de sensualité, comme c'est mon cas, il est bien certain qu'on se nourrit aussi de tout le temps qu'on a perdu. Mais ça, c'est bon, c'est un peu banal de le dire. C'est vrai que quand on voit que Proust a commencé à écrire La recherche du temps perdu, après, il a vraiment trouvé sa vraie voie à plus de 40 ans, quoi. Parce que, et avant, que de temps perdu, mais c'est pas du temps perdu. Il faut le remords, je pense, d'avoir perdu du temps pour avoir envie de le transformer en d'autres choses. Moi, j'ai facilement ce remords parce que c'est vrai que j'ai été longtemps très oisif. Sans écrire, c'est vrai que vous êtes venu tard à l'écriture. Sans écrire. Je pense que j'avais un regard peut-être d'écrivain, en tout cas de créateur sur les choses, le sentiment d'avoir un regard à moi. Ça, je l'avais très tôt. Mais par contre, l'écriture elle-même, elle est venue assez tard. Oui, elle est venue vers 25 ans. Et d'ailleurs, j'ai bien fait de commencer tard parce que je me doutais sans doute que ça serait douloureux pendant un moment. Ça l'a été, donc pendant un moment, c'était bon, c'était pénible, quoi. J'en parlais pas autour de moi. On n'embête pas les gens avec des manuscrits qui ne sont pas publiés. Et voilà, donc, oui. Alors, je vais terminer avec des mots qui sont de vous, qui sont extraits d'un très beau livre que vous avez écrit en écho avec votre maman, Le miroir de ma mère. Et si mes mots sont impuissants pour arrêter le temps, qu'ils trouvent au moins dans l'encre bleue le fragile pouvoir de dire un peu d'amour à ceux que j'aime. Il est écrivain, c'est sa mission. Il est professeur de français, c'est son métier. Un métier qu'il exerce avec passion depuis 25 ans au collège Marie Curie de Bernay et qu'il n'a pas voulu abandonner malgré le succès de ses livres. Alors c'est vrai, Philippe Delerme, Daniel Pénac, Daniel Picouli ont arrêté. Et vous, vous gardez le flambeau. Ah oui, je suis fier un peu de ça, oui, finalement, quelque part. Parce que, puis, pas seulement fier, content aussi, parce que c'est vrai que
ça fait partie de mon équilibre de vie, ça fait partie un peu du deal que je m'étais fixé quand le succès est arrivé, c'est-à-dire très très vite, j'ai eu vraiment la certitude qu'il fallait absolument rien changer à ma vie parce que quelque part, ce que les gens avaient aimé aussi, c'était un certain rapport à la vie et que ben, être prof, ça faisait partie de cet équilibre et que donc il fallait continuer. Puis j'aime bien ça. Tout simplement. Tout simplement, oui, j'ai la chance Ça vous d'exercer nourrit. là. Bah oui, ça me nourrit parce que c'est un métier qui est riche. C'est un métier, bon, je dis souvent qu'il est dans la vraie vie parce que c'est vrai que c'est un métier. Je suis professeur en collège, hein, je précise, hein, parce que c'est pas la même chose que d'être déjà professeur en lycée, par exemple. Bon, c'est vrai qu'il y a un contact avec les enfants. Dans le cas des sixièmes, moi j'ai souvent une sixième, une troisième, par exemple. Euh, dans le cas des sixièmes, ce sont vraiment des enfants. Dans le cas des troisièmes, ce sont vraiment des adolescents. J'aime beaucoup les deux choses, par exemple. J'aime beaucoup le contact, parfois un petit peu difficile, avec des adolescents. C'est jamais gagné. C'est- au début de chaque année, il y a toujours un petit stress. Bon, on a beau avoir une image, une réputation, il peut toujours se passer des choses. Et, bon, j'ai la chance d'être dans un collège où les choses ne sont pas redoutables, mais enfin bon, on a aussi toutes sortes d'élèves. Et il y a quand même, il y a toujours une petite angoisse quand même. Et il y a un plaisir de la rentrée scolaire, par exemple. C'est jamais exactement la même chose. Et puis, je trouve que c'est un métier bon, qui est très riche. Enfin, il y a des petites anecdotes qui viennent tout de suite et qui sont pleines de vie aussi. Puis bon, sentiment d'être utile à quelque chose, quoi. Donc, pas pour tout le monde, bien sûr, pas pour tous les élèves, mais pour quelques-uns. Voilà. Et surtout de garder les Mm. pieds sur terre parce que vos élèves, les livres du prof, je crois que ça leur passe au-dessus, hein. Oui, On c'est dit, vrai que c'est vrai que c'est ça. Je vous remercie de ne pas avoir posé la question qu'on me pose toujours dans ces cas-là, c'est-à-dire est-ce que ça change quelque chose? Gna, gna, gna. Et c'est vrai que non, c'est vrai que ça change rien du tout. Puis c'est comme vous le disiez, je suis professeur dans le même collège depuis 25 ans quand même. Ça, bon, j'ai beaucoup d'enfants ou d'adolescents en classe qui sont les enfants d'anciens élèves que je vois à la réunion parents-prof. Et puis quand ils viennent me voir, je leur dis bah, c'est très bien, elle ne parle pas beaucoup, bah, finalement un peu comme vous étiez vous aussi, quoi. Donc, bon, et c'est vrai que du coup, l'image, elle est un peu installée à l'avance. Bon, j'ai plusieurs images qui me collent un peu à la peau, l'image d'un professeur qui apporte sa guitare en cours. Parce Ah que, oui, alors parlez-moi de la pédagogie de l'herbe. Ça m'intéresse. Vous apportez votre guitare, vous faites étudier des textes de chansons. Racontez-moi ça. bah oui, ça c'était depuis le début, parce que j'ai toujours été passionné par la chanson dans la famille. Et moi, j'apprenais ces chansons, donc je m'accompagnais à la guitare. Et c'est vrai que la poésie passe tellement souvent par la chanson que bah, systématiquement, j'étudie des textes donc, de chansons. Ou Ça de, va être qui les chanteurs que vous étudiez? bon, ça, à travers les époques, ça a changé, bien Ouais. sûr. Je suis venu un petit peu au monde pédagogique avec la génération, on va dire, Souchon. Et puis voilà, maintenant, il y en a des petits nouveaux qui sont bien aussi. Donc, mais enfin, Parlez pas d'un certain Vincent par non, hasard. celui-là, je n'étudierai pas ces textes en classe, hein. Mais enfin, donc c'est vrai que j'ai essayé de suivre ça aussi, d'apprendre des chansons, de trouver des textes qui soutiennent l'explication de texte et qu'on chante à la fin, c'est sympa. Bon, de même, j'anime un club théâtre depuis très très longtemps, ça aussi c'est un rapport important. Jusqu'à l'an dernier, j'animais un club football, mais depuis que je me suis rompu le tendon d'Achille en jouant au foot, eh bien, je crois que je vais un peu éviter. Cette année, je n'ai pas repris en tout cas. Mais alors parlons-en, ça, parce que vous auriez pu être en fait journaliste sportif et Ouais. vous avez basculé du côté de l'enseignement. Comment Mm. s'est fait le choix? C'est parce Bah, le que choix, il était un peu négatif. C'est-à-dire, après mon bac, j'ai eu l'occasion d'être stagiaire dans un grand journal. Et puis, l'ambiance ne m'a pas plu du tout. Donc, je me suis ah inscrit oui, en fac de lettres à la rentrée. À cette époque-là, donc, j'ai rencontré votre épouse, Martine. Donc, et puis, qui se destinait déjà à l'enseignement. c'était pas très clair, mais vous savez, il existait un concours qui s'appelait l'IPES. On pouvait s'engager à devenir prof à la fin de la première année. On avait un petit salaire, donc c'est bien sympa. On a pu se marier tôt. Donc devenir prof, ça nous plaisait. Je crois que mais, quelque part, on aurait peut-être même préféré être instituteur, parce que donc Martine avait été une pure parisienne qui rêvait beaucoup de campagne. Et puis, c'est vrai qu'instituteur, c'est encore mieux, parce que le rapport avec l'enfant, il se fait tout au long de la journée, il est peut-être un peu plus profond. Mais en enseignant les lettres en collège, on peut aussi faire passer pas mal de choses quand même. Alors, il y a tout de suite, quand on pense au professeur, il y a tout de suite un film qui nous vient dans la mémoire, c'est Le Cercle des poètes disparus. Ah oui, C'est un film que vous avez vu? qui m'a profondément marqué. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu, ce professeur, j'imagine, cette méthode un peu non académique, un peu comme la vôtre Ouais, finalement? beaucoup de choses. Et puis, c'était quand même une problématique assez originale, je trouve. Et puis, il y a une phrase qui est beaucoup plus importante pour moi que toutes les autres en tant que prof, là, dans ce film, qui est donc
la phrase « Quelle sera votre rime ?» Puisque donc, il y a un moment où M. Keating, là, le professeur de lettres, réunit sa classe autour de lui et il leur cite un poème de Walt Whitman, un poète que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai préfacé un bouquin sur lui. Et donc, dans lequel il dit, dans ce passage, donc, qu'est-ce qu'il y a de beau en fait dans la vie, alors qu'elle est horrible, eh bien que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Et c'est le professeur là qui ajoute « Quelle sera votre rime ?» Et ça, je trouve, c'est une phrase magnifique parce que c'est pour ça que je suis prof, en fait. C'est-à-dire essayer que chacun puisse trouver sa singularité. Dans la vie, on est fait pour être une personne qui ne ressemble pas aux autres. Et parfois, on ne sait pas de quelle façon on peut devenir singulier. Un prof de lettres peut être parfois quelqu'un qui peut vous aider à devenir singulier. Voilà. Alors, pour terminer avec la littérature, vous avez choisi un extrait de livre. Je vais vous laisser présenter le livre, l'extrait, l'auteur. L'auteur, on l'a déjà cité pas mal dans cette émission. Oui, c'est Jean-Marie Leclésio. En plus, c'est un de ses livres les moins connus et c'est le livre de lui que je préfère. Il s'appelle L'inconnu sur la terre. Ce n'est pas un roman, c'est un livre, on pourrait dire, de textes courts, de très très beaux textes qu'il a écrits sur une pierre, sur une feuille, sur le ciel, sur l'orage, sur des oranges. Enfin, c'est un texte qui, je trouve, respire aussi une certaine spiritualité dans la façon de parler sensuellement des choses aussi. Et il y a notamment ce passage que j'aurais envie de lire parce que je pense que il définit un petit peu aussi la tâche que je me suis assignée comme écrivain. Ah ben, on va terminer avec cette lecture. On vous écoute. On ne connaît que ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on touche. Quelques arpents de terre, quelques murs, quelques arbres familiers avec leurs troncs ridés, leurs branches et leurs feuilles, et puis les toits au loin, les rochers aux formes bizarres, les rivages de la mer, les anses, les baies, les caps. Ce sont les itinéraires que l'on parcourt chaque jour. Les choses ont le même visage que les hommes, et plus on les voit, mieux on sait y lire. Monde étroit que regardent les yeux, monde limité par les ouvertures des pupilles, par la quantité des terminaisons nerveuses sur la rétine et par le battement des paupières. C'est le monde que peut atteindre la connaissance. En dehors, étranger, danger. De l'autre côté de ces murs, de ces rues, de ces champs, derrière ces montagnes et ces immeubles, derrière l'horizon, qu'y a-t-il? Peut-être rien, peut-être le vide. En tout cas, si la vie s'y trouve, si elle est la même qu'ici, c'est une vie imaginée et rêvée, une vie qui vous entraîne dans le monde des hypothèses. Les philosophes, les mathématiciens et les poètes ont beau jeu de parler d'infini. Comment parler d'infini, d'éternel? Comment peut-on penser à ce qu'il y aurait au-delà de la mort? Comment concevoir l'invisible alors que l'esprit humain a déjà du mal à réaliser le lieu où il vit, alors que le corps de l'homme parvient tout juste à régner sur ce petit territoire? Quand la grandeur et la petitesse sont celles que voient les yeux, celles que mesurent les mains, quand le temps n'est rien d'autre que le passage des jours, des mois ou à la rigueur des saisons. Quand les plus grands espaces sont des esplanades, des plateaux, un morceau de la mer, un morceau de ciel. Comment chercher l'au-delà quand on est ici, sur son terrain, entre des chemins vicinaux, que l'horizon est limité par quelques collines? Comment parler de l'univers comme cela, sans précaution, sans pudeur, comme si on le connaissait, comme s'il vous appartenait, comme si on pouvait l'embrasser du regard, le parcourir, le reconnaître? Nous ne pouvons pas être les aventuriers de l'inconnu. Tant pis, il faut laisser cela aux abeilles ou aux dauphins. Nous autres, nous ne pouvons être que les voyageurs des rues, des jardins, des champs, les voyageurs du voisinage. Dans la famille Delerme, il y a Philippe, l'époux et le père, l'écrivain que l'on connaît, Vincent, le fils, le poète et chanteur que l'on sait, et puis il y a Martine, l'épouse et la mère, que l'on a le tort de ne pas connaître assez et qui mériterait amplement le même succès que ces deux hommes, ce que vous n'allez pas contredire. Philippe Delerme, alors votre épouse, pour la situer, elle est enseignante, agrégée de lettres, elle est également auteur-illustrateur de livres pour enfants, mais alors des livres très particuliers, des livres qui parlent en général de sujets graves, mais avec beaucoup de délicatesse et des images douces. Oui, en fait, elle a eu la chance de pouvoir publier des livres chez l'éditeur dont elle rêvait, qui était les éditions Hippomée, dirigées par quelqu'un qu'on aime beaucoup, Nicole Mema, qui voulait faire que des belles choses. Et Martine voulait faire des albums comme ça. C'est une autodidacte complète sur le plan de l'aquarelle, de l'illustration. Et elle considère d'ailleurs qu'elle n'est pas une illustratrice, mais parce qu'effectivement, son univers, c'est de pouvoir joindre à des textes qu'elle écrit elle-même, un univers donc avec des dessins qui sont souvent très doux, mais un univers par contre qui peut être parfois assez grave, assez triste. C'est un petit peu la philosophie dans
dont je pouvais parler au sujet de l'enfance, c'est-à-dire, elle aussi considère que l'enfance, c'est ce qu'il y a de plus haut, et que donc un enfant, c'est quelqu'un à qui on peut parler de choses graves aussi. Elle a écrit, par exemple, un album sur la différence qui s'appelle La petite fille incomplète, ou un album sur Hiroshima, donc, qui s'appelle Origami. Euh, bon, nous avons fait ensemble une chose qui nous tient à cœur, vraiment, qui est un livre qui s'appelle Fragile, qui était né uniquement d'aquarelles de Martine, qui n'avait pas besoin de texte, mais sur lesquels simplement j'ai eu envie de mettre des textes, parce qu'il y avait quand même une correspondance aussi profonde entre nous. Moi, j'ai toujours été très, très admiratif de son univers. Quand vous parlez de mériter d'être connu, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que dans le domaine de l'illustration, il y a moins de notoriété forcément que dans la chanson ou dans la littérature dite adulte, parce que en France, il faut bien le dire, le monde de l'enfance n'est pas considéré comme quelque chose d'aussi important, hein. L'enfant, en France, est un devenir d'adulte et n'est pas considéré comme un absolu, comme il peut l'être dans d'autres civilisations. Et c'est vrai que les livres de Martine prennent l'enfance au sérieux, il n'y a rien de plus sérieux de toute façon, et essayent de retrouver un esprit d'enfance. Et c'est vrai que j'avais envie d'en parler parce que actuellement, c'est vrai que euh, très très souvent, quand on évoque les Delerme, ça devient un petit peu un concept comme ça. Et donc, on oublie facilement que Martine a été la première à faire des choses dans l'édition, à publier des choses avant moi. Oui, elle n'a pas profité de la notoriété de son fils Vincent et de Ouais. son époux Philippe pour publier. Elle Pour a été publier la des première choses, de la famille à ouais, créer. à ouvrir Ouais. une petite brèche dans Ouais. dans un monde qui nous était fermé, et qui n'était pas facile à pénétrer. Alors donc c'est vrai que bon, il y a déjà la volonté chez moi de dissiper un petit peu ce hiatus quand j'en ai l'occasion, parce que bon, et puis c'est vrai qu'aussi il s'agissait profondément d'une rencontre. Du haut de leur enfance, ils sont montés l'un vers l'autre. C'est une phrase qu'on pourrait revendiquer, mais c'est vrai que la première fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé d'enfance. Et je crois que l'esprit d'enfance habite beaucoup ce que l'on est, ce que l'on fait, et habite complètement son œuvre. C'est quelqu'un, Martine, par exemple, qui écrivait par ailleurs, mais qui s'est interdit de publier ce qu'elle écrivait pendant très très longtemps parce que elle pensait que bon, je méritais d'être reconnu et que De passer devant elle. voilà, et que donc euh, on a donc des territoires de création qui sont légèrement différents, et c'est bien. Mais son territoire est un territoire magnifique, qui en plus continue d'évoluer. Récemment, il y a eu un album qui s'appelait Papier de soie, qui était très, très beau aussi. Et ce sont des livres qui s'adressent aux enfants, bien sûr, mais en Et aux même temps, adultes et aux quand même. adultes, oui, et en même temps aux adultes, oui. Mm. Parce que précisément, ce sont des livres basés sur l'enfance plus que sur l'enfant, en fait. Alors, l'une de vos amies qui m'a aidé à préparer cette émission, Véronique, a dit une très belle chose sur votre épouse, Martine. Elle dit que c'est quelqu'un qui est caractérisé par une profondeur, que c'est une chercheuse de vérité. Ce sont des mots forts. Oui, je crois que c'est vrai. C'est quelqu'un de très, très entier, et qui un caractère qui peut sembler parfois un petit peu abrupt éventuellement. Elle dit facilement ce qu'elle pense d'emblée, et qui trouve dans la création un équilibre, oui, qui vient de très loin. Elle est faite pour ça. Et je crois que quelque part, euh, c'est ça dont j'ai envie de parler aussi, c'est que tous les deux, on est fait pour créer. On est bien que quand l'autre crée aussi. Il se trouve qu'on a eu un seul enfant qui est Vincent, qui n'est bien que quand il crée. Et de plus, nous ne sommes bien tous les trois que quand les deux autres créent aussi. Ça, c'est quelque chose de profondément important pour nous. Je crois que c'est assez rare d'avoir un couple de gens qui restent créateurs vraiment tous les deux. Très très souvent, l'un s'efface un peu au profit de l'autre. Euh, Martine est restée créatrice, et même dans les difficultés éventuelles ou le risque maintenant de se voir reconnue simplement comme étant l'épouse de Philippe Delerme ou la maman de Vincent Delerme, parce que simplement c'est une chose très forte en nous, et qu'on n'est bien que comme ça. Mais en effet, l'automne dont on parlait tout à l'heure est une saison qui est bien pour ça, l'hiver. Enfin, on commence à se mettre dans nos bureaux, et puis Martine, elle écrit, elle dessine, et je suis toujours admiratif de son univers en plus, parce que c'est pas le genre
personne qui installe un désordre de peinture. Vous savez, elle a horreur des gens qui ont des grands ateliers. Non, elle s'installe dans la cuisine. Ouais, elle s'installe dans des lieux qui peuvent changer, bon, même à la limite, et au cœur de la vie, et puis ça peut s'en aller. Et moi, je suis très, très amoureux de ce qu'elle fait. Ouais. Cette même Véronique, cette même amie m'a dit Martine veille. Ah oui, c'est vrai que ouais, c'est une belle phrase. Oui. C'est vrai elle est en même temps, bon, quelque part, davantage peut-être sous tension que Vincent ou moi. Elle a comme ça un côté tutélaire. Elle fait beaucoup de choses aussi. Elle s'occupe de beaucoup de choses, le jardin, Mais c'est la gardienne de la famille. Ouais, Elle protège ces deux hommes. Voilà, qui sont un petit peu, qui eux, je pense, se laisseraient facilement aller à être des créateurs, point final, et à ne pas s'occuper de quoi que ce soit d'autre. Mais c'est possible d'être créatrice. Et ça, c'est pas un hasard aussi. On demande toujours plus aux femmes, en fait, hein, quand même. Et là, ça, c'est justement, c'est dur de pouvoir assumer tout en restant créatrice aussi. Et elle arrive à le faire, mais c'est fatigant. En tout cas, vous lui avez rendu un très bel hommage. Et moi qui ai donc pu lire les œuvres de Martine, je vous encourage, chers téléspectateurs, à les lire. Merci Philippe. Merci. Pour terminer, quelques petites questions innocentes ou faussement innocentes. Alors Philippe, vous connaissez le principe. Moi, j'arrive avec mes questions, vous arrivez avec vos réponses. Enfin, j'arrive. Vous vous débrouillez et il n'y a pas de joker. D'accord. Alors Philippe, quels sont les démons que les années n'ont pas assagis? Waouh. À peu près tous les démons, j'ai peur. Donc, non. Les démons, ben, écoutez, le désir de passer beaucoup de temps à regarder du sport, par exemple, ça c'est pas bien grave. Une sensualité parfois difficile à canaliser, certainement. Voilà, on va s'arrêter là. Quel est votre luxe? Mon luxe, ça a toujours été le temps. Ça, c'est vrai que je me suis toujours acheté du temps. Même quand mes livres ne se vendaient pas, je prenais un petit temps partiel pour avoir du temps. Et un luxe que permet la vie en province aussi. Et c'est un grand luxe. Qu'est-ce qui vous étonne dans la vie? J'aurais envie de répondre avec le titre d'une chanson de mon ami Gilbert Lafaye Tout m'étonne. Et voilà, ça serait presque une devise, Tout m'étonne. C'est une très belle chanson. Quelle a été la plus grande épreuve de votre vie? Le permis de conduire, peut-être. Je crois que c'est un examen redoutable. Sinon, le bac, parce que j'étais persuadé que j'allais partir révolutionnaire en Bolivie l'année d'après, parce que j'aurais pas le bac. Et puis finalement, je l'ai eu, mais bon, c'était un petit miracle. Dans la peau de quel homme ou de quelle femme aimeriez-vous passer 24 heures? Waouh, 24 heures, oui, j'aurais bien aimé avoir les sensations de Jean-Claude Nallet quand il était le champion de 400 mètres que je ne suis jamais devenu, parce que en fait, je ne sais pas ce que c'est. On y revient. On y revient, oui. Alors, la question, alors plusieurs personnes m'ont aidé à préparer cette émission et vous pose chacune une question. La question de Marc, un ami, et Venise dans tout ça? Venise, oui, c'est vrai que ça a pris une place récente dans ma vie depuis 3-4 ans et inattendue pour le coup, parce que j'avais plein d'a priori contre. Et puis en fait, j'étais pris au point que ouais, j'y passerais bien presque ma vie, quoi. Donc, et qu'on en verra des traces dans le prochain bouquin que je publierai. Oui. La question de Simone, votre grande sœur. As-tu de grands projets pour l'avenir? De grands projets, non, j'ai pas de grands projets parce que la vie m'a donné beaucoup plus que ce que je pouvais vraiment rêver d'avoir. Donc, mon grand projet, ce serait de continuer à écrire, bien sûr, et puis aussi, c'est pas un projet, c'est le rêve, c'est que les gens autour de vous, que les gens qu'on aime continuent à être là, quoi. Voilà, mais c'est un rêve difficile. La question de Véronique. Alors, une question de psy, ça. Hein. Quel mot choisiriez-vous entre plénitude et sérénité? Ouais, je choisirais plénitude parce que sérénité, de toute façon, c'est un mot dont je suis absolument incapable. Donc, en fait, beaucoup de gens me pensent calme, voire zen. C'est ce que vous dégagez, en tout cas. Ouais, on me dit souvent ça, alors qu'en fait, je suis terriblement angoissé et je ne serai jamais serein. Et je souhaite pas vraiment l'être, puisque je pense je dirais que ma belle angoisse, c'est aussi d'avoir la chance
d'avoir des gens que j'aime et ça rend toujours inquiet. Alors, quelle est la question que vous auriez aimé entendre dans cette émission que je ne vous ai pas posée? Vous les avez toutes posées. Non, je sais pas. De toute façon, je vais avoir l'esprit d'escalier, mais c'est vrai que je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Et puis, Et la vie que vous menez est peut-être bien celle que vous voulez? ah oui, ça, je trouve que là, vraiment... J'ai eu l'occasion d'y penser là, très récemment, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je me suis cassé le tendon d'Achille. J'ai passé un moment comme ça, allongé, et je me suis dit, ah, vraiment, que j'avais eu de la chance et que j'ai mené vraiment la vie que j'aurais eu envie de mener. Ouais. Je vous remercie beaucoup, Philippe Delerme, d'être venu dans cette émission. Je vais terminer avec des paroles qui ne sont pas de moi. Elles sont de Simone, votre grande sœur, qui m'a dit, vous verrez après l'émission, vous ferez cette réflexion-là. Ce qu'il y a d'original chez mon frère, chez Philippe Delerme, c'est que ses qualités humaines correspondent à ses qualités d'écrivain. Sympathie, tendresse, une obstination, un humour, une légèreté. Ben voilà, maintenant, je peux dire que c'est vrai. Et je crois que dans cette émission, nous avons tout simplement rencontré une âme. Je vous remercie, Philippe. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.